La tragédie du petit Émile continue de faire parler d'elle dans tous les sens. En tant que parent, c'est horrible. C'est juste horrible. Par contre, je m'étais jamais vraiment intéressé au fond de l'affaire. C'est un bordel, le fond de l'affaire. C'est une espèce de... Vous connaissez l'expression terrier du lapin? Plus tu recherches sur l'affaire, et plus il n'y a rien qui va. C'est trop bizarre. Il y a trop de choses qui sont extrêmement bizarres. Il y a une chose que j'avais pas compris, moi, lors de la vidéo précédente qu'on avait fait autour d'Emile, l'histoire de la randonneuse qui a trouvé le crâne d'Emile, 9 mois après. Moi, ce que j'avais pas compris, c'est que je me suis dit, bon, bah, elle a trouvé le crâne, mais le corps, il était là. Non, elle a trouvé que le crâne. Le corps, il est pas là. Ils ont trouvé que quelques ossements et le crâne. J'avais pas compris ça. Il est où le corps? Il s'est passé quoi? Que ce bordel? Bref, on va faire un méga résumé de l'affaire et s'attarder sur des choses qui sont super cheloues suite à la découverte de ce crâne. Attention, please. Il y a des chances qu'on ne saura jamais. Alors, je vous invite à regarder la première vidéo à ce sujet, le lien est dans la description. Il y a un article qui résume un peu l'affaire de manière hyper didactique. C'est pas très long. Déjà, histoire de se remettre dans le bain. Samedi 8 juillet, la disparition à 18h12, la gendarmerie des Alpes de Haute-Provence est informée par les grands-parents de la disparition de leur petit-fils Émile, dont ils assuraient la garde dans leur maison du Haut-Vernay, à un mot de la commune du Vernay. Un important dispositif de recherche est déployé par la compagnie de gendarmerie de Barcelonnette, avec une équipe cynophile, un hélicoptère, 22 gendarmes, 10 sapeurs-pompiers et des habitants volontaires du Vernay. À 22h30, une seconde équipe cynophile, un drone et un hélicoptère avec des caméras thermiques sont mobilisés jusqu'à 3h du matin. Dimanche 9 juillet. Ouverture d'une enquête judiciaire alors que les recherches reprennent avec plus de personnel et que le préfet active le centre opérationnel de crise départementale. Une enquête judiciaire est ouverte par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains. Un numéro d'appel à témoins est mis en place. Lundi 10 juillet. Les battus sont arrêtés après une nouvelle journée de recherche dans un rayon de 5 km autour du hameau, et c'est très important, ils expliquent avoir passé au peigne fin 5 km autour du hameau. Le préfet annonce l'arrêt des battus et le déploiement déployé des moyens spécialisés par la recherche des traces et indices. Alors du coup, je me suis dit 5 km ça représente quoi? Du coup, je suis allé sur Google Maps. Je voulais vraiment en comprendre plus sur tout ce bordel. Je vais vous montrer vite fait sur GeoGuessr. Sur GeoGuessr, qu'est-ce que je raconte? Sur Google Maps. Donc, la maison du grand-père, c'est celle-là avec le toit orange. Le Haut-Vernay, c'est ça, hein, c'est une toute petite mini-village de 10 maisons. Et à côté, il n'y a rien. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes 5 km, c'est énorme 5 km. Hein. On est 1 km, ils ont fouillé au peigne fin 5 km. Et c'est là que tu dis, ça paraît petit 5 km, mais en fait non, c'est gigantesque un rayon de 5 km. Hein. Ça fait ça un rayon de 5 km. Alors évidemment, vous tracez un cercle autour. Hein. Vous redoutez bien que vous tracez un cercle autour de 5 km autour de la maison. C'est gigantesque 5 km. On parle d'un gamin de 2 ans. Hein. Un gamin de 2 ans, comment dire? Moi, enfin, ma fille a 4 ans. Ma fille a 4 ans. Ma fille a 4 ans. Ma fille, comment dire? Attends, je me remets en satellite. Admettons elle est devant la maison. Elle arrive là à pied. Je suis déjà angoissé. Hein. Je suis déjà angoissé. Hein. Et pourquoi elle est aussi loin? Pourquoi elle est aussi toute seule? Allô? Je suis déjà angoissé qu'elle soit aussi loin. Enfin, dès que tu sors... Enfin, moi, dans ma tête, c'est dès qu'elle sort du rayon d'action, de mon rayon d'action, il y a un problème. Mais bref, ils ont passé au peigne fin 5 km. C'est énorme, 5 km. Hein. Le 11 juillet, mardi 11 juillet,
Le site du Haut-Vernay est fermé à toute personne étrangère au bourg, annonce le procureur. Toutes les maisons sont fouillées en dépit de nombreuses auditions de témoins. La disparition du petit Émile reste un mystère. Mercredi 12 juillet. Deuxième phase de l'enquête, sans indice ni information ni aucun élément, le procureur annonce une deuxième phase de l'enquête, d'analyse et d'examen et d'éléments récoltés. 13 juillet. Fin des opérations de recherche sur le terrain après une ultime opération de recherche après 5 jours de ratissage judiciaire sur 97 hectares. Le parquet annonce mettre fin aux opérations de recherche planifiées sur le terrain. Vendredi 14 juillet. Des fausses cagnottes. Le procureur menace d'ouvrir une enquête pour escroquerie si les fausses cagnottes au nom d'Émile ne sont pas fermées. Alors forcément, il y a des rats et des mecs horribles dans tous les sens. Lundi 17 juillet, l'enquête préliminaire, l'enquête bascule automatiquement sous le régime de l'enquête préliminaire, indique le parquet de Digne. Mardi 18 juillet, ouverture d'une enquête judiciaire. Le procureur annonce l'ouverture d'une information judiciaire confiée à 2 juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Lundi 7 août, les parents d'Émile se constituent partie civile. Lundi 21 août, l'enquête élargie à des motifs criminels. L'enquête judiciaire est élargie aux faits criminels d'enlèvement et de séquestration. Mardi 29 août, les parents d'Émile sortent du silence, ils prennent la parole dans Famille chrétienne. On imagine forcément le pire, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer, déclare le père d'Émile. La famille demande à Dieu un miracle pour retrouver l'enfant. Alors la famille est très croyante. Très croyante. Là on est dans la croyance radicale. Une dalle fouillée dans une maison, 12 septembre, une dalle fouillée dans une maison. Des fouilles sont réalisées sous une dalle de béton dans une maison en construction située à 300 mètres au sud du domicile des grands-parents d'Émile. Elle ne donne rien. Mardi 19 septembre, des recherches dans un lac. Des plongeurs effectuent des recherches au lac de Passavou. Un plan d'eau de la commune du Vernay, jamais sondé, aucun résultat. Je sais même pas où il est ce lac. Il est où ce lac? Ah, dans la commune du Vernay. Ils sont allés jusqu'à la commune du Vernay. Et il y a un petit lac dans le coin? Le 17 octobre, nouvelle perquisition au Haut-Vernay. De nouvelles perquisitions sont organisées dans une maison du hameau, puis dans une zone de plusieurs kilomètres autour, en vain. Alors moi c'est pareil, 17 octobre, aussi longtemps après, est-ce que c'est encore utile de faire des perquisitions? Mon enfant de 5 ans, il fait pas 5 km tout seul. Non mais, il fait pas 5 km tout seul, on est d'accord? Mais bon. Il peut s'éloigner. Mais c'est surtout... Enfin c'est... Mais attendez, vous allez voir la suite, vous allez comprendre où on veut en venir de tout ça. Les parents s'expriment à nouveau à la... on est quoi? On est le 23 novembre. Les parents s'expriment à nouveau à la veille du 3e anniversaire d'Émile. Ses parents s'expriment dans un message audio. La mère interpelle celui ou ceux qui savent ce qui est arrivé et demande à ce qu'on lui rende son fils, s'il est toujours vivant, ou à ce qu'on lui dise où il se trouve, s'il est décédé. Janvier. 6 mois sans résultat. La section de recherche de Marseille et le groupement de gendarmerie locale dans les Alpes de Haute-Provence continuent l'enquête. Près de 900 signalements ont été traités ou écartés. Alors forcément, hein, on part dans un moment de délire où t'as tout le monde qui est dans le coin, j'imagine que tout le monde a l'impression de voir le gamin. 2 ans et demi le gamin. Il avait 2 ans et demi le gamin. Je n'ai pas ce live, je suis plutôt un auditeur de KB, mais j'aime bien ce format aussi. Force à toi. Merci à Wittich, assis-toi. Près de 900 signalements ont été traités ou écartés. Les opérations de police techniques et scientifiques ont réalisé près de 300 scellés. Le 20 mars, le passé du grand-père médiatisé. Le Canard enchaîné révèle que le grand-père d'Émile a été placé sous statut de témoin assisté dans le cadre d'une enquête sur des violences et agressions sexuelles présumées. Alors, c'est pas le grand-père qui a fait des agressions sexuelles présumées, mais il a fait des violences. On va voir ça un peu plus tard. Dans des faits qui se seraient déroulés dans les années 90 au sein de la commune religieuse. Disparition d'Émile du Grand Gna 27 et 28 mars. La mise en situation, l'accès à Haut-Vernay est interdit par arrêté municipal jusqu'au vendredi 29 mars au matin pour une mise en situation, sorte de reconstitution planifiée depuis longtemps. Cette opération réunit des personnes qui étaient là au moment des faits. C'est pareil, 28 mars, pourquoi on a attendu aussi longtemps pour faire une reconstitution? Samedi 30 et dimanche 31 mars, le dénouement, le 30 mars, la gendarmerie nationale était informée de la découverte des ossements à proximité du Haut-Vernay, détaille un communiqué diffusé hier, le procureur. Imagine, ils ont fait une reconstitution le 27-28 mars, le 29 mars, le 30 mars.
La randonneuse, alors j'ai dit la joggeuse, un peu moins joggeuse, randonneuse, quasiment pareil. La randonneuse découvre les ossements et le crâne du petit Émile. Il y a un article qui datait du 11 août 2023 qui dit ceci. Disparition d'Émile, que s'est-il passé devant le lavoir du Haut-Vernay où les chiens ont perdu sa trace? Donc ils ont engagé des chiens pour aller chercher, et les chiens ont tous ciblé, sont tous arrêtés apparemment, à côté du lavoir. C'est là que la trace d'Émile s'est arrêtée et que le travail des enquêteurs a commencé au niveau d'un lavoir dans la petite rue du Haut-Vernay, qui passe devant la maison des grands-parents maternels du petit garçon dont des ossements ont été retrouvés. Que s'est-il passé dans ce point d'eau où Émile semble s'être volatilisé à seulement une 60aine de mètres de la maison familiale? C'est précisément là que les 3 chiens des races Saint-Hubert de la gendarmerie nationale à l'odorat très fin s'arrêtent net lorsqu'ils ont suivi l'odeur du petit garçon dans les heures qui ont suivi la disparition. En gros, hein, on revient avec notre mesure. La maison du petit Émile, elle est là. Le lavoir, il est là. Il y a 70 mètres. On balèze vos chiens. C'est horrible, je rigole, mais parce que c'est... Tu sais, je me dis, bon, les chiens, ils ont battu... Tu sais, tu te dis un peu comme dans les films, tu vois. Non, en fait, ils sont allés au bout de la rue, ils ont fait... Là. Après, il n'y a plus rien. C'est pas ouf, hein. Et là, tu dis, quand même, c'est tout. Ces chiens interviennent souvent en 2e niveau de recherche, précisant à BFM TV le major Bruno Mourier, chef de la brigade cynophile de la gendarmerie du Gard et référent national du pistage de Saint-Hubert. Là où les bergers allemands et malinois ont une capacité de pistage jusqu'à 24 heures après la disparition d'une personne, la race des Saint-Hubert est réputée avec plus de qualité olfactive, précise le militaire à nos confrères. La présence d'Émile face à ce lavoir du Haut-Vernay le 8 juillet est une quasi-certitude dans le flair de ces chiens. Tant le flair de ces chiens est fiable. En outre, 2 voisins ont affirmé avoir vu le petit garçon s'engager dans cette ruelle en pente qui mène au cœur du hameau où se situe la petite église Saint-Martin du Haut-Vernay. Je sais ce que j'ai vu, a récemment réaffirmé l'un d'eux à nos confrères. Quelle heure était-il? Probablement entre 17h15 et 18h12, heure précise à laquelle le grand-père d'Émile appelle les gendarmes des Alpes de Haute-Provence pour signaler la disparition de son petit-fils. En cette fin d'après-midi, alors que l'enfant faisait la sieste, les grands-parents chargeaient la voiture devant leur maison, relatait la mère du village, François Balic. Réveillés, ils auraient quitté les lieux sans que ces derniers s'en aperçoivent. Alors ça m'est arrivé. Alors ça m'est pas arrivé à moi, mais pour la petite histoire, je vous l'avais déjà raconté, je me promenais, j'étais au parc avec ma fille, je sors du parc et je vais pour rentrer à la maison, et dans la rue, je vois un gamin, 3-4 ans. Je vois un gamin 3-4 ans qui déambule dans la rue. Bon, ses parents, ils doivent être pas loin, enfin, ils doivent être au bout de la rue. Je me tourne, je commence à marcher avec ma fille, puis je me retourne quand même, je vois toujours le gamin tout seul. Bon, je me dis, ses parents, il est au bout de la rue, puis il y a l'angle. Je me dis, la mère ou le père, il est dans l'angle et je le vois pas. Je continue de marcher. Je me retourne quand même, hein. Le gamin est toujours tout seul. Je dis, c'est pas possible. Mais ma fille, elle était jeune, elle était encore bébé, ma fille. Ma deuxième fille était encore bébé. Elle marchait à peine, quoi. Donc, je l'ai pris avec moi. Je l'ai pris dans les bras, comme ça. J'ai dit, attends, je vais aller voir. Je m'approche du gamin. J'ai dit, bonjour, t'es tout seul? Elle est où, maman? Le gamin, il est comme ça. Alors, c'est sûr, hein, un Golgoth mal réveillé qui lui pose des questions, il est comme ça, le gamin. Mais allô? T'habites dans le coin? Il y a tes parents? Du coup, tu sais, je laisse le gamin marcher. Il reprend sa route, le gamin. Je laisse le gamin marcher et je vais dans le coin de la rue. Tu sais, je vais dans le coin de la rue pour voir au coin de la rue. Je regarde à gauche, il n'y a personne. Mais genre à 300 mètres, il n'y a personne. 300 mètres, il n'y a personne. 300 mètres, qu'est-ce que c'est que what the fuck? Je retourne voir le gamin. Et t'es tout seul? Ils sont où tes parents? Il répond pas.
pas un mot. Je dis, c'est pas possible, au bout d'un moment, je vais pas le laisser comme ça. Du coup, ma fille, je la relâche au sol pour qu'elle marche. Le gamin, je le prends. Je le prends dans les bras. Il commence un peu à se débattre. Du coup, je le prends, je le mets sur mes épaules. Il est tout content. Et je fouille un peu, là, je me dis, mais il y a forcément quelqu'un qui va arriver. Il y a personne. Et du coup, je suis allé à la caserne de pompiers. J'ai une caserne de pompiers qui est pas très loin. Je tape à la vitre. Je dis, excusez-moi, j'ai trouvé ce gamin qui déambulait dans les rues. Et c'est pas le vôtre. Je dis, non, c'est pas le mien. Vous l'avez trouvé où? Dans la rue. Vous l'avez kidnappé? Non, c'est pas le moment. Il déambulait tout seul dans la rue, il n'y a pas les parents, il n'y a personne. Donc je savais pas quoi faire, je voulais ramener. Du coup, je le dépose à la caserne. Je reste avec eux à la caserne. Ils appellent la police. La police, elle me dit, vous kidnappez les enfants? Non. Non, lâchez-moi. Je l'ai trouvé là, au parc. Juste devant le parc, là, dans la rue, là. Donc je leur explique tout. Et on reste une petite heure dans la caserne de pompiers. Et au bout d'une heure, déboule enfin le père de famille et la mère de famille, mais en catastrophe, en détresse totale. Et je vais vous la faire courte, en fait. Je vais vous la faire courte. Maintenant, je vous lis aussi, hein, vous inquiétez pas. Et je vais vous la faire courte. Ce qui s'est passé, c'est que les parents faisaient une sieste. Et le gamin a découvert, parce qu'il est en pleine découverte, hein, il devait avoir 3 ou 4 ans, a découvert qu'il était assez grand pour toucher la poignée de la porte. Et qu'il avait assez de force maintenant pour appuyer sur la poignée de la porte. Il a ouvert la porte et il est sorti. Pendant que ses parents faisaient la sieste. C'est tout. Et il déambulait dans les rues. C'est tout. C'est tout. Bon, maintenant, les parents, je crois qu'ils ferment la clé quand ils font la sieste. Mais ouais, ça peut arriver de ouf. Ça peut... Mais c'est pour ça, quand tu vois un gamin déambuler tout seul, tu check. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Vous allez voir après. Vous allez voir après. Enfin, déjà, vous allez voir après. Déjà, il y a le voisin qui lui dit « Mais je l'ai vu, le gamin, au lavoir. » Ok, tu l'as vu au lavoir. Pourquoi t'es pas allé vérifier si dans un rayon de visu, il y avait les parents qui étaient là? Ça me paraissait la moindre des choses. Mais bref. Le garçonnet connaît... Alors du coup, l'explication du Auvernais... L'explication du Auvernais, il aimait se promener tout seul. Je fais, what the fuck? Il y a 2 ans et demi, tu te promènes pas tout seul à 2 ans et demi, même s'il aime se promener tout seul. Moi, ma fille, elle aime bien se promener toute seule. Elle a 4 ans maintenant, mais même avant, à 3 ans, elle aimait bien se promener toute seule. Et même quand elle aimait bien se promener toute seule, j'étais à 5 mètres derrière. Je lui donnais l'illusion qu'elle était toute seule et que, tu vois, elle vivait sa vie, mais j'étais derrière, quoi. Au bout d'un moment. Le garçonnet connaît bien les lieux et a l'habitude de déambuler autour de la maison, lui qui aimait suivre les papillons. La veille au soir de la disparition, la gamine est allée avec ses parents jusqu'au niveau du cimetière, de l'autre côté, en bas à droite du village. Il a l'habitude d'aller au-delà de 250 mètres du domicile. Il connaît le coin. Non, 2 ans et demi, tu connais pas le coin au bout d'un moment. Alors pareil, 250 mètres. Vous savez combien ça fait, 250 mètres? Ta maison, elle est là. Mettez-vous à la place des parents. Moi, je suis parent. Hein. La maison, elle est là. Moi, déjà, au lavoir, j'angoisse de fou. Hein. Déjà, il arrive au perron de la maison des voisins. Je lui dis, il y a peut-être un problème qu'il soit aussi loin de notre maison. 250 mètres. Ça fait ça, 250 mètres. Hein. Ça fait ça, 250 mètres. Ton gamin de 2 ans et demi va parfois au-delà de 250 mètres. Non. Non, mais non, c'est pas possible. Non, jamais de la vie à 2 ans et demi tout seul, quoi, c'est pas possible. Moi, je veux bien que le gamin soit démerdant, mais 2 ans et demi, quoi. Alors, je suis peut-être trop protecteur comme père. Trop protecteur comme père. D'après un autre militaire situé à Paris Match, le petit garçon était un très bon marcheur et aimait se promener tout seul dans un hameau en cul-de-sac d'une 20aine de maisons. Mais non, mais on n'est pas un très bon marcheur à 2 ans et demi, faut arrêter au bout d'un moment.
Dieu le surveillait. Émile aurait donc été tout à fait capable de sortir seul de la maison de ses grands-parents pour se rendre au niveau de la Fontaine Noire. Ça, oui, oui, totalement, ça, on est d'accord. Qui lui était très familière, devant laquelle il était passé de très nombreuses fois, seul ou accompagné. Un accident avec une voiture a-t-il eu lieu à cet endroit ou quelqu'un l'a-t-il enlevé? C'est une possibilité étant donné que l'odeur du petit garçon est perdue devant cette sortie d'eau, même s'il peut aussi s'agir d'un parcours effectué par l'enfant le jour précédent ou de la perte de la trace d'Émile devant ce point en raison du grand nombre de personnes venues aider à chercher l'enfant. Et vous allez vous calmer un peu dans le chat là? Vous pensez, vous trouvez vraiment que c'est le moment de vous engueuler sur le chat? Bon, allez, Enzo, tu dégages, tu casses les couilles à tout le monde. Non, mais sérieux, au bout d'un moment. Vous avez vu la gravité du sujet? Vous prenez la tête pour des broutilles dans le chat? Un peu de respect, s'il vous plaît. 2 avril. Le petit garçon a-t-il pu emprunter le sentier où ont été trouvés ses ossements? Donc là, on est au 2 avril 2023. Et écoutez ce passage aussi. C'est un... Alors, blablabla. C'est un secteur qui focalise l'attention générale, celle en premier lieu des enquêteurs en charge des investigations opérées dans le cadre du décès d'Émile, ce garçonnet qui a été porté disparu, ça on le sait. Le dernier jour, la Provence s'y est engagée à 2 reprises à la manière de nombreux randonneurs qui s'y adonnent à leurs activités favorites, suffisant pour avoir une vision très claire de cette voie serpentante au milieu des sous-bois dégringolants des collines environnantes et enjambant des petits ruisseaux. À ces 2 extrémités se trouvait la D900 qui s'enroule autour du col du Labouret et le hameau du Haut-Vernay à partir duquel Émile, en vacances chez ses grands-parents maternels, aurait pu emprunter ce long chemin de 2,5 km. Alors, il n'a pas emprunté les 2,5 km, c'est le chemin qui fait 2,5 km. La distance entre la maison familiale et la zone des actuelles recherches d'ossements est estimée à un peu plus d'1 km. Je vous rappelle que cette zone de 1 km, ils l'ont étendue à 5 km. Après, parce que c'est un article qui date. Émile aurait-il pu couvrir une pareille distance? Cela est tout à fait possible car dans sa première partie, cette piste assez large de 2,5 mètres descend tout le long, indique un randonneur très confirmé et habitué des lieux. Depuis le Haut-Vernay, ce chemin de randonnée toutefois ne se résume pas à des tronçons linéaires et très faciles d'accès. Il faut composer avec une toute première pente après 1 km de marche. Il s'agit d'une robine, précise c'est le même randonneur pour décrire cette petite pente d'une centaine de mètres composée de marnes noires et autres roches sédimentaires. Au vu de la topologie des lieux, l'hypothèse d'une chute accidentelle ne serait pas totalement à écarter, surtout après un gros kilomètre de marche, ce qui reste peu commun pour un enfant de 2 ans et demi. Du reste, dans cette zone traversée par un petit torrent que la randonneuse a aperçu le crâne du petit garçon, très fréquenté, l'endroit est très connu du randonneur de la région et même de l'extérieur, révèle encore cet animateur officiant dans un club du département des Alpes-de-Provence. Attends, il date de quand ce truc? Ah non, je mélange avec un autre. Cet article, il date... Ah oui, il a été mis à jour. Il date du 2 avril et il a été mis à jour. C'est ça. Il date d'avant-hier. Ils ont trouvé le camarade. Depuis le Haut-Vernay, ce chemin de randonnée toutefois ne se résume pas à des tronçons linéaires et très faciles d'accès. Il faut composer avec une toute première pente. Non, je l'ai déjà lu. Aussi, ce dernier se dit étonné, comme tout le monde, que les fragments du crâne d'Émile n'aient été repérés que récemment, presque 9 mois après la disparition, et de grandes battues organisées au cours des jours qui ont suivi. On parle de centaines de gens, hein, de gens de toute la région qui sont venus faire des battues. Je me rappelle avoir vu des extraits vidéo à la télé. C'est vraiment impressionnant. Tout ça lui semble même incroyable et bizarre, surtout que seul le crâne a été trouvé et non le reste du squelette. Et ça, moi, j'avais pas cette information. J'avais pas compris que c'était que le crâne. Je pensais que c'était le crâne, il était là, mais tu sais, comme ça fait 9 mois, il s'était détaché ou j'en sais rien. Mais non, seul le crâne a été retrouvé. Et donc là, on parle de là, en fait. Il parle d'ici. Sur ce sentier, c'est ce sentier-là.
Alors du coup, ils disent un sentier qui fait 2,5 km, j'imagine que c'est ce sentier-là, hein, et qu'il l'ait trouvé à peu près à 1 km, donc par là, donc dans un rayon d'1 km, donc c'est soit ce sentier-là, qui après continue dans la forêt, soit par ici, hein, qui va haut dans la forêt, ou ici, hein, dans le bout du sentier, hein, mais c'est vraiment des petits sentiers, quoi, c'est des petits sentiers de campagne. Pareil aussi, ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est très montagneux, hein. Le Haut-Vernay, c'est assez montagneux, hein. C'est vraiment, ça va très vite montagneux. Vous avez vu les méga descentes qu'il y a? Les méga descentes qu'il y a, c'est énorme. C'est très escarpé. Et encore là, c'est escarpé, on voit que c'est escarpé via Google Maps, vous imaginez bien en réel ce que ça peut donner. Depuis le week-end dernier, une équipe de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale ainsi que des experts en anthropologie sont en quête d'autres ossements et du moindre micro-indice. 2 jours après la découverte des ossements du petit Émile, le procureur d'Aix-en-Provence a annoncé à la presse que le t-shirt et les chaussures et la culotte de l'enfant avaient été retrouvés lundi à environ 150 mètres du lieu découvert de son crâne. Alors ça peut être très bien des animaux après qui l'ont malheureusement mâchouillé et qui ont joué avec ses affaires. On ne sait pas. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a annoncé ce mardi 2 avril que des vêtements du petit Émile, qui n'étaient pas rassemblés au même endroit, mais éparpillés sur quelques dizaines de mètres, avaient été retrouvés lundi le long d'un ruisseau, à environ 150 mètres du lieu de découverte du crâne de l'enfant 2 jours plus tôt. Concernant le crâne de l'enfant, les premières analyses montrent que la présence des petites fractures et des petites fissures post-mortem, aucun traumatisme ante-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures probablement causées par 1 ou 2 animaux. Alors j'avais vu un autre article, je crois que c'est juste en dessous, sur seuls quelques ossements dont le crâne de l'enfant de 2 ans et demi avait été retrouvé par une randonneuse samedi, non loin du hameau, entre Digne-les-Bains et Gap, où l'enfant a été vu pour la dernière fois le 8 juillet dernier. Depuis dimanche, une centaine d'experts de la gendarmerie ont été déployés dans la zone pour poursuivre les recherches et tenter de retrouver les restes de l'enfant. Malgré une analyse des ossements, il n'est pour l'instant pas possible de dire quelle est la cause de la mort. Jean-Luc Blachon a conclu que les investigations allaient se poursuivre sur le terrain encore ce mercredi, mais aussi afin de tenter d'expliquer la disparition puis la mort du petit garçon. Elles dureront le temps qu'il faudra. Alors pareil, ils disent qu'il y a sur le crâne, il y a des micro-fissures, des petites fractures, des micro-fissures, mais c'est pas antémortem. Enfin, c'est antémortem, mais ça peut être... les gamins ont souvent des petites micro-fissures parce qu'ils se cassent la gueule et ce genre de choses. Non, le ruisseau passe pas par le lavoir. En fait, ce qui se passe, c'est comme ça. En fait, le lavoir, il est là, et en fait, il y a le chemin qui va là, et qui arrive jusqu'au cimetière, et le sentier commence ici, en fait. Le sentier, il commence ici. Le sentier, c'est tout ça, hein. Le sentier, il commence là, et après, en fait, c'est un sentier qui part en plusieurs sentiers dans la forêt. Disons que le début du sentier, il est à 50 mètres du lavoir. J'en étais où? Il y a un autre article. Un chemin étroit et forestier, ça on l'a vu. Ça, il n'y a rien de particulier. Un sentier à 25 minutes à pied du village pour un adulte. Attends, il y a un truc qui était intéressant, je crois, là-dedans. Donc ça date du 3 avril. Le 3 avril, donc on a le sentier âgé de 2 km. A-t-il pu parcourir les kilomètres qu'il sépare de la zone de recherche actuelle de la maison des grands-parents? Pour le moment, toutes les hypothèses sont sur la table. Les enquêteurs n'excluent pas la possibilité qu'Émile ait pu parcourir la distance à pied, même malgré la difficulté qui aurait pu se dresser sur son chemin. Donc ça, c'est ils l'ont trouvé. Donc rien ne doit être considéré comme impossible a priori, soufflait-elle. Le sentier sur lequel a été découvert le crâne et quelques dents du petit garçon se trouve au sud du hameau, après la Chemelle Saint-Pancras. Les locaux l'appellent les 4 chemines, car il prend la forme d'une patte d'oie qui mène à plusieurs quartiers de la ville vieille, les Hauches et le col du Labouret. Lors de sa conférence de presse organisée mardi 2 avril, Jean-Luc Blachon, procureur de la République, a précisé que c'est un chemin étroit forestier qui suit une courbe du niveau. On devine qu'il s'agit en été d'une grosse zone très végétalisée. L'endroit niché en pleine nature est apprécié des randonneurs, mais est aussi un lieu de passage. C'est ce que François Balic, maire du Vernet, indique dimanche. C'est un endroit où passent les chasseurs et leurs chiens, les habitants quotidiennement, et où des travaux forestiers ont été réalisés à l'automne.
Seule une difficulté se dresse sur quelques endroits du sentier, la pente. Il ne présente pas de difficulté particulière, si ce n'est que dans sa partie sous-bois, le terrain est de part et d'autre très pentu, a expliqué le procureur de la République depuis le bas du village. Il peut être rejoint à pied à 25 minutes environ à marche d'homme, indique-t-il, donc près du double pour un enfant de 2 ans. Autre variable, la présence de petits ruisseaux à enjamber, dont un grand le long duquel a été découvert le crâne du jeune garçon. Au long de celui-ci, les enquêteurs ont retrouvé des vêtements éparpillés sur quelques dizaines de mètres, un t-shirt, des chaussures et une culotte de l'enfant, à environ 150 mètres plus bas du lieu de la découverte des ossements d'Émile. La zone de cette découverte se trouve dans le périmètre de recherche mis en place l'été dernier, donc c'était bien dans le périmètre de recherche. Donc comme ils nous ont pu le passer au peigne fin, puis finalement ils ne sont pas passés par là. Sur le secteur, de nombreux bénévoles avaient ratissé, et cherchaient des indices appuyés par de nombreux gendarmes. Jean-Luc Blachon, le procureur de la République, a indiqué que si le crâne d'Émile a été retrouvé sur ce périmètre de recherche, il ne peut affirmer aujourd'hui que chaque mètre carré a été foulé par un membre de l'équipe de recherche. Donc finalement, ils ne sont pas sûrs. Un article qui date du 9 août 2023. Donc un article qui date du 9 août 2023. Le petit Émile reste introuvable, donc ça blablabla. L'un des deux témoins réaffirme avoir bien vu Émile, je sais ce que j'ai vu, il assure qu'il l'a aperçu dans une rue en pente du hameau menant vers le centre du village de 25 habitants, sur laquelle donne la maison des grands-parents. Précédemment, les deux voisins, un adolescent et un homme d'une 60aine d'années, affirment effectivement avoir aperçu l'enfant dans une ruelle du Haut-Vernay. L'homme avait déclaré ne pas s'être inquiété car il est assez habituel dans ce petit village de moyenne montagne de voir des enfants jouer seuls dans la rue où la circulation est quasi inexistante. Des moyens colossaux ont été mis en place pour trouver une trace de l'enfant avec de grandes battues et le déploiement d'une brigade cynophile. Accompagnés de drones, les enquêteurs devront aussi traiter 1400 signalements téléphoniques qui ont été enregistrés sur la ligne dédiée, mise en place suite au lancement d'un appel à témoins. 1400 appels téléphoniques. T'imagines le bordel? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. 31 mars. Écoutez celui-là. Ah oui, non, ça c'est la découverte. Ça c'est la découverte, on l'a déjà lu. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ah oui. Celle-là, c'est le plus fou. 2 avril, mort d'Émile. Son grand-père avait fouillé la zone où les ossements étaient retrouvés. Pardon? Comment ça? Comment ça? 3 jours après la découverte macabre des ossements d'Émile, le Parisien nous apprend que son grand-père avait fouillé la zone où le crâne a été retrouvé. Jusqu'au bout, les proches d'Émile, un garçonnet de 2 ans, on va pas récupérer le début. Parce que le début, de toute façon, ça résume l'affaire. Alors qu'il jouait sous la surveillance de ses grands-parents ce mardi 2 avril, le Parisien nous informe que le grand-père du bambin avait fouillé cette zone après la disparition de l'enfant. Un habitant du Vernay que nos confrères ont rebaptisé Jean s'est confié à ce sujet. Cet ancien professeur de mathématiques, alors c'est toujours pareil. On parle d'un village de 25 habitants. Pour garder son anonymat, il l'appelle Jean. Mais il précise que c'est un ancien prof de mathématiques. Je doute bien que tout le monde est au courant de qui c'est, au bout d'un moment. Mais bref. Cet ancien professeur de mathématiques a révélé avoir foulé le secteur le soir même où le bambin s'est mystérieusement volatilisé. J'étais en compagnie du grand-père d'Émile sans savoir que c'était lui, a-t-il expliqué. Donc en fait, il faisait une battue pour rechercher, le village s'est mobilisé pour faire une recherche, il a fait une battue. Donc il a fait la battue avec la personne, il savait même pas que c'était le grand-père d'Émile, il a fait le battue dans cette zone. On a passé plusieurs heures ensemble en ne disant quasiment rien. Il était stoïque, on voyait qu'il en voulait, il n'avait pas peur d'attaquer des buissons, s'est-il également remémoré au sujet de l'aïeul du garçonnet. Il n'y a aucune difficulté à venir jusque-là, a-t-il conclu dans les colonnes du quotidien régional. Si on est passé à côté de quelque chose, c'est qu'on est nul, vraiment nul. Il y a trop de choses louches, il y a trop de choses louches. Trop de choses louches. Après l'annonce de la mort d'Émile, ses parents ont brisé le silence. Les parents meurtris du garçonnet ont publié un émouvant communiqué par le biais de leur avocat.
Pourquoi ils sont obligés de passer par un avocat? Ça aussi, je comprends pas. Pourquoi il y a trop de... Pourquoi ils sont obligés de passer par un avocat? Dimanche 31 mars, qui a été relayé par le Figaro, avant d'être lu dans son intégralité un peu plus tard dans la journée, à l'antenne de BFM TV. Marie et Colomban S., le père et la mère de l'enfant, ont tristement constaté que ce dimanche de la résurrection, Émile veillait sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu, mais que la douleur et le chagrin demeuraient. Leur avocat a transmis leurs remerciements vis-à-vis des personnes qui, de près ou de loin, les ont aidés dans les recherches et demandent que leur deuil soit respecté. C'est trop bizarre. Pas forcément louche, je sais pas... Moi, je sais pas, ça m'arrive à moi, je m'en bats les steaks de l'avocat, je parle directement au journaliste, enfin j'en sais rien, c'est bizarre, ou je parle pas du tout, mais je sais pas. De toute façon, tu peux pas te mettre à la place des gens dans un cas pareil, c'est pas possible. Pourquoi les enquêteurs s'intéressent-ils au grand-père de l'enfant? Près de 9 mois après la disparition du petit Émile, les enquêteurs n'écartent aucune piste et s'intéressent notamment au profil du grand-père maternel de l'enfant. Philippe, 58 ans, a appartenu dans les années 90 à la commune traditionnaliste de Riaumont dans le Pas-de-Calais, au cœur d'une vaste affaire judiciaire de violence sur mineurs. D'après les informations du Parisien, le grand-père d'Émile y travaillait en tant qu'encadrant au sein de l'internat. Chargé d'y faire régner la discipline, il a laissé chez d'anciens pensionnaires le souvenir d'un homme vêtu d'une robe de bure et chaussé de Rangers à bout coquet, capable d'infliger des tartes mémorables. Entre 2014 et 2017, plusieurs anciens élèves de la communauté traditionnaliste de Riaumont ont dénoncé des faits de maltraitance et déposé plainte. Dans le cadre de cette procédure, de Philippe V a été entendu en 2018 sous le statut de témoin assisté. Il a reconnu des punitions un peu sévères infligées aux enfants. Alors, je vous invite à chercher autour de cette histoire de Riaumont, d'un centre de redressement catholique autour de Riaumont. C'est une dinguerie. Mais attends, de toute façon, je crois que j'ai le... Oui, c'est ça, j'ai un article. C'est une dinguerie. Alors l'article, il date du 21 mars. C'était une institution à l'abri des regards. La communauté religieuse de la Sainte-Croix de Riaumont, à Liévin, dans le Pas-de-Calais, fait l'objet d'une attention toute particulière depuis la publication mercredi d'un article du Canard enchaîné, mentionnant que le grand-père du petit Émile y fait ses premières armes entre 91 et 94. Depuis le 8 juillet 2023, la gendarmerie enquête sur la disparition de ce petit enfant. Blablabla. Entre 1960 et 2019, des centaines d'enfants et d'adolescents sont passés entre les mains des catholiques intégristes qui géraient une sorte de village-école dans l'ancien bassin minier. En 1982, le garde des Sceaux Robert Badinter finit par retirer l'agrément ministériel de ce centre de redressement, terme populaire utilisé à l'époque. C'était un lieu officiellement créé pour éduquer les enfants à la dure. C'était à la mode, souligne Michel Delaporte. Journaliste et auteur du livre Les enfants martyrs de Riaumont enquête sur un pensionnat intégriste. Ainsi, en 1989, une école privée hors contrat baptisée Saint-Jean Bosco a été fondée au sein du village Riaumont et des enfants ont continué d'y être placés. Les maltraitances n'ont cessé depuis la création du site. Les enfants ont participé par exemple à la construction des bâtiments sous couvert de spécialités de maçonnerie ou paysagistes. C'était du travail forcé pour fabriquer des petits soldats du Christ, poursuit Michel Delaporte. Dans les années 90, la violence et la loi de la jungle sont érigées en système d'éducation, entre les religieux et les enfants, mais aussi entre les enfants eux-mêmes, précise la journaliste. Il y a des viols des plus grands sur les plus petits, c'est l'internat de l'horreur. C'est à partir de 2013 que la justice va commencer à se pencher sur cette communauté en roue libre. Il était temps, hein? Wouh! En 2019, elle est finalement contrainte à la fermeture de l'administration. Non mais c'est dingue quand même. Hein. La justice, c'est ridicule. 11, mais même pas 11 ans. Enfin oui, 90 à 2013, on parle de 23 ans. Hein. Et encore, hein, ça date de 89. Ça date dans les années 60. Ça fait 60 ans. Ça a mis 60 ans. Hein. Ça a mis 60 ans. Pas mal, hein. En 2019, elle est finalement contrainte à la fermeture par l'administration
Et pas moins de 3 informations judiciaires pour viol, agression sexuelle et maltraitance ont été ouvertes dès 2014 par le parquet de Béthune, concernant les soupçons des pratiques illégales au sein de l'établissement. La 4e, ouverte en 2017, vise des faits de détention et de consultation de fichiers à caractère pédopornographique. C'est l'ancien prieur de Riaumont, pilier de la communauté, qui est mis en cause dans cette dernière affaire, rappelle La Voix du Nord. En tout, 11 personnes ont été mises en examen et 7 placées sous contrôle judiciaire. Il s'agit de 7 religieux et de 4 membres de l'équipe d'encadrement. Dans le cadre de ces affaires, environ 200 auditions avaient été menées par la police judiciaire de Lille entre 2017 et 2019. L'une d'elles concernait Philippe en tant que témoin assisté. Lui ne sera pas mis en examen. Philippe, c'est le grand-père. Son nom revenait souvent quand j'ai interrogé une 50aine de témoins au moment de la rédaction du livre, note Ichel Delaporte. Il avait la réputation de frapper plus fort, de se montrer plus violent que les autres encadrants, mais il pouvait afficher aussi un visage très charismatique. Le grand-père a fréquenté l'école Saint-Jean Bosco entre 91 et 94, d'abord comme chef scout à l'âge de 26 ans, puis il est rapidement devenu frère, adepte de pratiques éducatives musclées. Son rôle fait régner l'ordre et parfois la terreur. C'est quelqu'un de très religieux, proche des groupuscules d'extrême droite qui ont refusé dans les années 60 l'ouverture de l'Église catholique vers la société, indique la journaliste. Aucun lien n'est établi par la justice entre l'affaire de Riaumont et celle de la disparition du petit Émile, ce qui n'empêche pas que le CV de Philippe est chargé. C'est ouf. Plus tu creuses, plus c'est un bordel cette histoire. Je suis désolé que cette vidéo eût été aussi longue, mais même pour moi, à titre personnel, c'était important que j'en fasse un résumé pour que ça soit plus clair dans ma tête. J'espère que ça vous a intéressé également de votre côté. Restez sages dans les commentaires pour une affaire comme ça. Respect, restez sages, et à bientôt pour d'autres aventures.